Qu'y a-t-il, mon enfant? J'ai péché. J'ai pris un iPhone 7 Plus, que j'ai acheté d'ailleurs sur le site d'Apple. Mais tu étais l'élu. Tu étais le digne représentant d'Android en France. Qu'est-ce que va devenir Andromag et l'école des fanboys? Je sais, mais tout le monde n'arrêtait pas de faire volte-face. Tout le monde, je les voyais sous Android et revenir sur des iPhones. Et des gens qui n'arrêtaient pas de tweeter que je devais switcher. Tout le monde, j'ai cédé à la pression, à la tentation des tweets. Pardon. Bon, au moins, fais un test pour rester connecté. Mais je sais, you will be back. Salut tout le monde, c'est Mathieu. Et Jason de rester connecté. Comme vous avez pu le voir, on a fait une intro un peu particulière. Puisque pour celles et ceux qui nous suivent depuis un bon moment, on officie dans la team Android chez Watch TV dans l'émission Andromag. Et puis tout particulièrement, j'officie aussi en tant que fanboy Android sur le podcast L'école des fanboys que je vous invite à aller découvrir. On va vous mettre toutes les infos ici et dans les commentaires et dans les descriptions. Voilà, mais on est là pour tester l'iPhone. C'est une grande première, c'est la première fois qu'on va vous faire un test d'un produit Apple. Même nous, depuis longtemps qu'on traîne dans les médias high-tech, c'est une première pour nous. Espérons que ça se fasse en douceur cette fois-ci. Exactement, et on espère que ce sera peut-être pas la dernière. Donc voilà Jason, je te passe cet iPhone 7 Plus que j'ai acheté sur le site d'Apple. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en penses comme ça au premier coup d'œil? Alors là, Apple a quand même une bonne réputation en termes de design et le démérite pas quand on voit l'appareil. Franchement, en termes de finition, c'est plutôt bien réussi, c'est même très bien réussi. C'est excellent même. C'est excellent. Par rapport au modèle précédent, déjà, on voit qu'il y a une amélioration en termes de design puisqu'on ne voit pas les antennes à l'arrière. Ils sont plutôt discrètes, tu m'avais dit. Oui, exactement. Et le fait d'avoir choisi cette nouvelle couleur qui apparaît, puisqu'on n'avait pas cette couleur sur les iPhone 6 et 6S, eh ben, c'est encore mieux parce que les antennes se confondent avec le capot noir mat. C'est vrai. Et du coup, on les voit, on les distingue très peu. D'ailleurs, Jason s'est fait avoir. S'est fait avoir, était persuadé que c'était juste les côtés où il y avait les antennes, alors qu'elles font bien les deux tours de l'appareil. Voilà, d'en haut et en bas. Ouais. Et en plus, là, autre nouveauté par rapport au modèle précédent, c'est le double capteur qu'on remarque bien. C'est une distinction par rapport à votre modèle précédent. Voilà, mais bon, uniquement disponible sur l'iPhone 7, hein, bien sûr. Mais par contre, je regrette qu'il y ait toujours cette petite bourse soufflure. C'est dommage, surtout que Samsung avait corrigé le tir avec son S7 qui était un peu plus épais, donc du coup qui avait un design plus gracieux. Là, ça casse un peu le design. Et là, effectivement, sur le Galaxy S6, c'était mangé un tollé de critiques parce que le capteur ressortait trop. Ils ont fait l'effort sur le Galaxy S7. Et là, je fais le même procès à Apple. Voilà, c'est vraiment disgracieux et la seule manière de pouvoir atténuer et voire de régler ce petit souci, c'est d'acheter une coque de protection. Par contre, l'un des points négatifs, en tout cas en ce qui me concerne pour le design de l'iPhone, c'est sa taille. Franchement, pour un écran de 5,5 pouces, je trouve qu'au niveau des bezels et la taille du téléphone, il y a mieux. Surtout du côté d'Android, par exemple Huawei, qui arrive à avoir des bezels vraiment fines. Là, on a pour un téléphone à 900 €, c'est un petit peu limite, c'est même très mauvais, grave. Ouais, voilà. Je tire mon carton rouge pour Apple pour cette coup-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, Apple qui représente un peu l'excellence dans le mobile se rate complètement sur le ratio taille d'écran et espace de gestion de l'espace. Donc du coup, on se retrouve avec un écran de 5,5 pouces qui serait même l'équivalent d'un écran 6 pouces dans le domaine d'Android. 0,5 pouces, on ne dirait pas comme ça, mais ce n'est pas rien. Et je vous dis honnêtement, l'utilisation à une main de ce téléphone est pratiquement à proscrire parce que voilà, c'est très très volumineux. Et en plus de ça, même si le Honor 8 détient la palme de la savonnette, ce iPhone 7 Plus m'a donné plus d'une fois des sueurs au front parce qu'il glisse, notamment dû à son revêtement et également à l'épaisseur de l'appareil qui est très fine. Et donc du coup la prise en main elle est un peu difficile parce que tout est arrondi et du coup ça glisse de partout. Donc du coup il faut une coque. Une coque, je pense que c'est le mieux. De toute façon, quand on est dans ces sphères de prix là pour un téléphone, je pense que vaut mieux la jouer la carte de la sécurité, même si on est d'accord que certains nous diront ça gâche le design. Ouais. Concernant un autre aspect négatif pour moi de l'appareil, c'est son poids. On est sur un poids à 188 grammes. J'ai regardé un petit peu ce qui se fait au niveau de la concurrence et des appareils qui sont bien plus grands en termes de taille d'écran.
Et notamment nos amis de chez 01net avaient dit que 10 grammes. Alors je me souviens que notamment nos amis de chez 01net avaient dit que 20 grammes de différence sur certains appareils, ça pouvait se ressentir. 10 grammes, c'est également le cas. Heureusement, celle-ci est bien répartie, donc du coup, on n'a pas trop l'impression d'avoir des difficultés dans la façon dont on va le prendre. Mais honnêtement, je trouve que l'appareil est lourd. Alors, on va passer maintenant à l'écran. Comme on vous le disait, on est sur un écran de 5,5 pouces qui est, ma foi, plutôt joli. On a une résolution Full HD et on a vraiment une large gamme de couleurs. Apparemment, il y a une vraie différence entre les versions de cet écran et celui de l'iPhone 6S. Et c'est clair que il tient parfaitement la comparaison avec des écrans même qui sont un peu mieux définis en QHD, voilà. Par rapport par exemple au téléphone que j'ai, le Galaxy S7, je dois vous dire que cet écran est joli à regarder, il n'y a pas vraiment une grosse différence, même si malgré tout il y a une meilleure profondeur dans les noirs et bien entendu spécificité due à la AMOLED, on a des couleurs bien plus vives et bien plus éclatantes, même si on est capable de atténuer cette qualité qui peut être parfois un défaut pour certains et récupérer des couleurs semblables à celles de cet iPhone. Voilà Jason, je ne sais pas ce que tu penses toi en regardant des couleurs. Est-ce que selon toi Apple aurait dû mettre un écran avec une résolution QHD ou pas? Et qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois? Bah déjà en termes de couleurs, l'affichage est vraiment bien réussi. Je trouve que pour du LCD, franchement la techno est bien maîtrisée de la part de Apple. Par rapport à du Huawei par exemple, le Honor 8 qu'on a testé dernièrement, les couleurs là ici sont vraiment fidèles, les blancs sont vraiment réussis. Là c'est vraiment un bon point de la part de Apple. De toute façon Apple était connu pour leurs écrans, pour la qualité de leur affichage et ça ils ne déméritent pas de ce côté là. Après concernant la résolution, je trouve ça un peu dommage de se contenter du Full HD sur un écran de 5,5 pouces. Bon, Android encore ça se fait, mais là pour du Apple, bon ça aurait été bien d'avoir un écran QHD. Voilà, même si ça devait sacrifier l'autonomie selon toi. Oui, mais franchement, ça apporte quand même du plus, mine de rien, l'écran QHD. Et sur cette taille d'écran, ça pourrait se justifier. Franchement, j'aurais pas de problème avec ça. En tout cas, tu es d'accord avec moi pour dire qu'on ne voit quand même pas les pixels. On est sur 401 ppp. Ouais. Donc on est vraiment sur l'écran Retina. Hein. Puisqu'on est bien au-dessus du nombre de pixels définis par la définition marketing un petit peu de cet écran Retina. Oui, c'est vrai. Et on voit pas les pixels, l'affichage est bien lisse, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va parler ici de la performance. Toi Mathieu, tu as pu tester cet iPhone pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que vaut ce SoC A10 Fusion d'Apple? Eh bien, ce SoC A10 Fusion, on va déjà dire ce que c'est en fait. C'est déjà composé d'un processeur quad-core cadencé à 2,23 GHz qui fonctionne un petit peu en Big Little, c'est-à-dire qu'il y a deux cœurs qui vont fonctionner pour la majorité des cas, des actions simples, le téléphone, les SMS, etc. Et dès qu'on va pousser la puissance un petit peu, on va demander plus de puissance, il va activer ces deux autres cœurs qui sont largement plus puissants et qui permettra de faire des jeux fluides, etc. Tout ça. Donc il y a cette partie processeur, on a une partie puce graphique qui contient elle 6 cœurs aussi également et honnêtement c'est fluide à tous les usages. Tous les usages, et ça se ressent en termes de benchmark avec Antutu. En termes de benchmark c'est simple, il va au-delà de tous les Android qu'on a pu tester et qu'on a actuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on utilise beaucoup Antutu parce qu'il est assez significatif même si les chiffres ne sont pas toujours les plus importants. Pour se donner un ordre d'idée, on est sur 130 000 points sur un Galaxy S7 et sur l'iPhone 7 Plus, on est sur 170 000 points. Donc déjà, en termes de puissance, il n'y a pas photo. Comme quoi, le nombre de cœurs ne fait pas tout. Oui, tu fais bien de le dire, puisque d'ailleurs, si on vérifie les scores sur Geekbench, qui fait un comparatif entre un usage simple cœur qui est relativement utilisé chez beaucoup, hein, notamment puisque les applications ne tirent pas encore vraiment parti du multicœur. On est sur un benchmark de 3450 en utilisation simple cœur et on est à 5630 en utilisation multicœur. Là où par exemple le Galaxy S7 est lui en simple cœur uniquement à 1806 points et en multicœur 5213 points. Pour continuer, quelles sont les nouveautés par rapport au modèle précédent avec cet iPhone 7? Il y a pas mal de choses. Alors moi, j'avais pas de modèle précédent, mais de ce qu'on en a vu et de ce qu'on en a appris sur la conférence même d'Apple, c'est qu'il y a pas mal de petites choses. On peut déjà parler premièrement de l'absence de prise jack. L'absence de prise jack qui a été vraiment très décriée.
Honnêtement, pour moi, c'est un faux débat. J'utilise maintenant un casque Bluetooth. Apple fournit un adaptateur à l'intérieur qui d'ailleurs apparemment aurait un DAC très très bon d'après ce que j'ai entendu dire et je fais une petite bise à mon pote Teddy là-dessus, c'est lui qui nous en a parlé dans l'école des fanboys. On a également la résistance à l'eau qui arrive, il est IP67, c'est-à-dire qu'avant les iPhones étaient résistants à l'eau, hein, je parle de la version 6, vous emballez pas, notamment la 6S, mais qu'il n'était pas mentionné, ça y est, Apple le dit, mais honnêtement, il faut être très prudent avec ce genre de choses. Parce qu'il n'est pas pris en charge. C'est pas pris en charge. S'il y a un problème avec ça. Voilà, c'est pour prémunir des accidents qu'il peut y avoir. Donc n'allez pas faire de la plongée sous-marine avec ce téléphone. De toute façon, l'écran ne marchera pas de toute façon sous l'eau. Exactement, donc c'est pas fait pour ça. Voilà. On peut parler également d'une des nouveautés importantes, c'est la transformation du bouton Home qui disparaît et qui vient se rapprocher des pavés tactiles qu'on retrouve sur les MacBook avec le retour haptique. C'est-à-dire que le bouton, si vous éteignez un iPhone et que vous essayez de presser dessus, vous ne sentirez aucune pression puisqu'il n'y en a pas. Cette pression, elle est simulée avec l'ajout d'un vibreur à l'intérieur qu'on va retrouver d'ailleurs pas que sur le bouton, notamment par exemple quand tu fais défiler tes contacts en cherchant sur le côté, tu as l'ensemble du téléphone qui se met à vibrer pour donner un effet que tu es en train de glisser, donc c'est assez bien. Je dois avouer que j'aime bien ce retour haptique, c'est quelque chose que je verrais bien sur un nouvel appareil. Bah, personnellement j'ai essayé ce bouton là et au début tu me l'avais pas dit et je pensais que c'était vraiment un bouton physique, c'est plutôt bien réussi. Hein. Exactement, et en fait c'est très très étrange quand on éteint le téléphone de sentir qu'en fait on appuie sur rien. Donc voilà, le capteur d'empreinte marche bien, il y a une belle transition pour je pense un peu cacher les lags qu'il y a d'ailleurs sur en général iOS, mais voilà il y a une belle transition donc c'est assez rapide mine de rien. Franchement à ce niveau là on peut pas lui reprocher grand chose. Par contre là où on peut être un petit peu plus prudent, c'est que le bouton comme il est plus physique, si à l'intérieur ton retour haptique tombe en panne, ben ça peut devenir très vite embêtant. Donc sinon je trouve aussi que ça va aussi dans la confection des iPhones et d'iOS 10, notamment avec le 3D Touch. Je trouve que l'idée du bouton retour haptique va dans cette philosophie de gestion de la pression en fait, oui. Puisque en fait tu peux avoir autant des actions en pressant le bouton, notamment par exemple si je presse je vais désactiver ici, je vais vous le montrer même, si je le fais ici je vais donc déverrouiller l'appareil, mais par contre tu vois si je fais un double tap sans appuyer, tu vois, je vais diminuer l'interface de l'écran pour avoir cette fameuse utilisation à une main. Tu vois, c'est un bouton qui devient un petit peu intelligent, qui fait pas mal de choses. Ça me rappelle un peu ce qu'on retrouvait par exemple sur le bouton, sur le capteur d'empreinte de Honor, qui est à l'incrément de fonctionnalité. Et je pense qu'on est peut-être au début de quelque chose qui risque de gagner en fonctionnalité dans les années à venir. Autre chose de très important et qui va faire plaisir aux gens, aux aficionados de la marque, c'est l'arrivée d'un haut-parleur, d'un double haut-parleur stéréo. Alors, on a une puissance qui est vraiment pas mal. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on a vraiment cette sensation d'avoir un son qui est enfermé dans une espèce de boîte de conserve. Le son est pas mauvais, mais on a l'impression que c'est tout l'iPhone qui vibre quand on met très fort. Il sature ou pas à volume maximal? Pas vraiment, c'est assez bien réglé et tu as cette espèce de carcasse qui fait un peu caisson de basse. Donc c'est vraiment pas spécialement que négatif ce que je suis en train de dire, mais par contre je pense qu'on est très très loin quand même de la technologie HTC de Boom Sound qu'on retrouve plus, ou sur notamment un Nexus 6 et pourquoi pas même un Nexus 6P. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de la fiche technique, mais on a un détail qu'on a oublié, les capteurs. Qu'est-ce que ça vaut là, Mathieu? Bah alors, on va tout de suite parler du capteur avant parce que c'est pas le plus intéressant voilà, c'est pas le plus important. On est sur un capteur de 7 mégapixels à l'avant. Il y a un vrai gamme apparemment, un vrai gap qui a été fait entre les anciens iPhones et celui-ci. Il fait des selfies plutôt réussis maintenant, on est plutôt pas mal. Nous, on a l'impression de ressentir un petit filtre de lissement
j'ai l'impression que j'ai moins de rides sur les portraits. C'est vrai, on a l'impression qu'il y a un vieux filtre beauté à la Huawei qui se rajoute, mais un peu mieux reçu quand même. On n'en est pas vraiment sûr, donc du coup c'est plutôt peut-être qu'une impression, et on vous invite à nous le confirmer ou pas dans les commentaires en dessous si de votre côté vous avez noté quelque chose à ce niveau-là. Par contre, maintenant on va parler du double capteur arrière de cet iPhone 7 Plus, puisque sur l'iPhone 7 on l'a pas, on a vraiment qu'un seul capteur, c'est celui qui est de 28 mm. Et Apple a rajouté un autre capteur derrière, le 56 mm, qu'ils nous ont vendu comme étant un capteur qui est capable de faire un zoom x2 optique, c'est-à-dire ça va zoomer dans une image sans avoir sans que ce soit au niveau logiciel. Ça sera donc il n'y a pas une perte de définition de pixels. Voilà. Alors, les différences qu'il y a dans le traitement de l'image, elle est double. C'est-à-dire que tu as ce zoom qui se fait, mais tu n'as pas la même chose sur les deux capteurs. Sur le premier capteur, le 28 mm, le standard, il est grand angle et il a une ouverture en 1.8. On le rappelle rapidement, juste l'ouverture, plus le chiffre est bas, plus grosso modo, vous aurez une meilleure captation de la lumière en basse luminosité. Donc pour vous donner un petit peu un exemple, Samsung lui est sur un 1.7. Il a actuellement une des ouvertures les plus basses du marché. Honnêtement, au niveau des images basse luminosité, c'est plutôt bon. C'est vraiment pas mal. Ça reste en dessous malheureusement d'un Samsung Galaxy S7 qui reste lui bien plus performant d'après mes tests. Mais ça reste quand même l'une des références en matière de photo. Un 7, un 8, hein, il y a quand même pas un énorme différence. Non, mais je veux dire par rapport à la concurrence dans tous les smartphones, l'iPhone 7, lui est bien placé quand même. L'iPhone 7 est assez bien placé, les clichés sont assez bons en pleine luminosité avec une lumière idéale et tout ça, vous aurez des très très beaux clichés, c'est assez net, c'est vraiment un très très bon appareil, mais malgré tout il reste en dessous du Samsung. Alors oui et non, c'est-à-dire que on en parlait un petit peu aussi avec Jojol qui lui a fait ses tests de son côté. On trouve pour notre part que les photos qui sont prises avec un Galaxy S7 sont plus vivantes, avec des couleurs plus belles. L'iPhone 7 te rendra des couleurs plus naturelles, ce qui fait que parfois on a cette sensation c'est un peu fade, c'est un petit peu triste. Ça reflète plus la réalité, mais au final, est-ce que c'est ce que tu as envie de montrer dans tes photos? Voilà, ce qui est bien par contre, c'est que c'est vraiment un appareil un peu, j'ai envie de dire, pour les amateurs de photos qui vont prendre des clichés en RAW, puisque ça y est, la version d'iOS 10 maintenant gère le RAW, donc c'est-à-dire ces fameuses photos brutes de capteurs qui ne sont pas été retraités ni compressés sans perte de détails et qui vont pouvoir être retravaillés sur des logiciels de montage, hein, je complique un peu, mais entre guillemets ça va être bien pour eux. Par contre j'ai l'impression que pour le grand public, on a envie d'avoir des photos belles, des photos qui limite parfois gonflent un peu la réalité, mais qui sont plus chaleureuses et plus expressive en fait. Donc c'est plutôt un choix, j'ai envie de dire, si vous êtes un pro de la photo. Juste un truc pour ajouter, le RAW n'est pas disponible dans l'appli de base. Il faut passer une appli tierce. Il faut passer par une appli tierce, c'est bien dommage effectivement. Apple a un ils segmentent l'utilisation en fait, ils veulent faire une utilisation simplifiée pour les commandes des mortels. Les commandes des mortels, et ceux qui veulent avoir une utilisation plus poussée de la photo, ils peuvent passer par une appli tierce. Il faut passer par des applis tierces. Alors c'est ça qui est bizarre, hein, c'est qu'au final, moi par exemple, je sais que quand je t'ai montré la fonction photo, je me perds très vite, j'arrive pas à retrouver des paramètres, etc. Et on a la même chose d'ailleurs pour filmer en 4K. Pour filmer en 4K, il faut aller non pas dans les paramètres de l'appli photo, il faut aller dans les paramètres généraux de l'appareil, il faut aller chercher dans photo, vidéo et activer la 4K qui n'est pas activée par défaut. Donc ça, c'est plutôt dommage. Concernant le second capteur, justement, tout de suite c'est différent et c'est un petit peu moins bien, on va dire. C'est un peu le capteur du pauvre. Certes, il aura une fonction de zoom qui est plus intéressante, mais mine de rien, quand tu vas vouloir l'utiliser en basse luminosité, tu vas être un peu déçu parce que en fait, il a une ouverture en 2.8. 2.8. On est sur un facteur à 1.8 et là 2.8, du coup, il va capter beaucoup moins bien la lumière. Tout de suite, les photos vont bruiter et le résultat sera tout de suite un petit peu plus décevant. Si ça se voit pas trop sur l'écran de l'iPhone 7, ça se verra largement si tu mets ça sur un PC. Là où je trouve l'intéressant l'utilisation de ce capteur 56 mm avec le zoom, c'est peut-être pour des portraits. Parce que ça a tendance à moins déformer les visages. C'est vrai. Et là, il est plus pertinent. Par contre, il faut bien l'utiliser avec la luminosité suffisante en fait. Maintenant, on va parler un petit peu de la vidéo.
La vidéo, donc l'iPhone 7 est capable de filmer en 4K jusqu'à 30 fps. Est-ce qu'il y a la Full HD 60 fps? Il y a la Full HD 60 fps, donc c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas cette résolution, entre guillemets, cette définition pardon, intermédiaire, la 2K. Qu'on retrouvait par exemple dans le Galaxy S7. Exactement. Et du coup, par contre, on est sur de la 4K stabilisée, là où le Galaxy S7 ne sait pas le faire. Donc, ça me fait un peu mal au cœur de te le dire. Mais je pense que pour faire des séquences vidéo bien stabilisées, l'iPhone 7 Plus et 7, puisque maintenant il rejoint aussi le clan des capteurs stabilisés, est très très bon. Voilà, on est très étonné par ce qui se passe en termes de stabilisation, c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est vraiment le caméra phone, il n'y a pas d'autre mot à dire. Allez, il est temps pour nous de parler de l'expérience utilisateur, parce que c'est vraiment le plus important. Et là, vous voyez bien qu'on est un petit peu plus loin que c'est un simple test de l'iPhone 7 Plus, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est un Android convaincu, on va dire. J'avais quitté iOS il y a de nombreuses années, j'avais eu un iPhone 3GS que j'ai gardé quelques semaines, on va dire, mais je m'étais vraiment pas entendu parce que c'était trop fermé, il fallait trop dépendre d'iTunes à l'époque, donc j'étais très vite entré en dépression et j'ai tout fait pour me débarrasser de cet iPhone pour reprendre un Android. Mais on va faire table rase du passé et je suis en face d'un iPhone 7 Plus avec iOS 10.2. L'idée c'est de vous donner un petit peu plus mon ressenti parce que en fait je sens que je serai beaucoup moins doué que mes camarades pour vous faire un test complet d'iOS 10. Donc on va parler plutôt du côté Switch et qu'est-ce qui m'a plu maintenant sur iOS par rapport au moment où je l'ai quitté. Alors, ce que j'ai bien aimé par exemple, c'est déjà sur l'écran de verrouillage, c'est des nouveautés qui sont arrivées. J'ai vu qu'il y avait un coin gauche pour accéder aux widgets, des widgets qui apparaissent enfin sur iOS, qu'on va pouvoir agrémenter, qu'on va pouvoir ajouter en fonction de nos besoins. Et ça c'est plutôt pas mal, même si on n'a pas cette faculté de les avoir et de les dispositionner comme on veut sur chaque bureau. On a un coup à droite, un accès rapide à la caméra. Et ça c'est important parce que parfois on a envie de shooter rapidement dans quelque chose. Et c'est sûr que s'il faut déverrouiller, ouvrir l'application photo, c'est dommage. Il y a pas mal de choses qui se sont faites sur Android. Chacun des constructeurs a un petit peu sa manie et Apple a également la sienne, ce qui est une bonne chose. Au niveau aussi des notifications, alors moi ce que j'aime pas c'est que à chaque fois que quelqu'un nous envoie une phrase qui s'arrête et qui nous en renvoie une autre, ça fait une nouvelle bulle de notification. Ça fait que si la personne vous envoie des petits messages comme ça, des petites phrases courtes, vous vous retrouvez avec 1 milliard de notifications. Je préfère l'idée d'Android où on a toutes les notifications d'une même personne ou d'un même groupe d'applications mis ensemble et on peut balayer vers le bas pour en apprendre un petit peu plus sur nos besoins. Par contre, très bonne chose, cette faculté de pouvoir répondre rapidement sur un message et ne pas avoir à rentrer dans l'application. Voilà, ça permet de très vite réagir et de rester là où on est. Par exemple, si on est en train de regarder une vidéo ou on est en train de, on est en train de par exemple consulter une liste de courses. Autre chose aussi, quelque chose qui avait été demandé par les personnes d'iOS, c'est cette faculté de pouvoir supprimer toutes les notifications en faisant un appui long sur la croix et de pouvoir tout supprimer d'un coup. Je sais pas comment vous faisiez avant, mais c'était assez flippant. Bonne chose aussi également, le Control Center. J'aime bien par exemple ce fait de pouvoir avoir donc ces accès rapides pour pouvoir désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Switchant vers la droite, on pouvait par exemple retrouver l'appli podcast. Un petit mot également sur Siri que j'ai bien aimé utiliser. Tout n'est pas encore parfait, avec le français c'est un peu compliqué, mais ça c'est un petit peu pareil pour tous les assistants. Dès qu'on passe de l'anglais au français, on est beaucoup moins bien loti. Par contre, il y a des choses qui m'ont plu et notamment le fait de pouvoir l'utiliser avec des applications tierces qui sont maintenant prises en charge. Ça va pouvoir ouvrir plein de possibilités et on a hâte de voir un petit peu à quoi le futur de Siri va ressembler. Une des applications stars avec cet iPhone 7 Plus, c'est iMessage. Je comprends un petit peu maintenant l'engouement qu'il y a autour de cette app et pourquoi vraiment les gens la vantent un peu comme à l'époque on vantait BBM sur BlackBerry. Je comprends aussi pourquoi Apple a peut-être pas envie de la partager sur Android parce que c'est vrai que c'est encore un argument de vente pour certains, le fait d'avoir iMessage et notamment cette gestion transparente qu'il y a des messages.
C'est-à-dire que quand on envoie un message d'un iPhone à un iPhone, les personnes sont au courant puisqu'il s'agit d'un e-message et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait griller par notre ami JB de The iCollection que j'avais un iPhone, c'était en lui envoyant un message tout simplement. Alors que si vous envoyez sur un appareil autre, j'ai envie de dire, vous allez recevoir un simple SMS. J'aime bien aussi toutes les animations qu'il y a. Alors certes, c'est une application qui est très teenagers avec les nouvelles fonctionnalités apportées avec iOS 10, mais en même temps on se prend vite au jeu, on a tout de suite envie d'écrire des messages, on s'amuse avec mon pote à s'envoyer des gifs, à également s'envoyer des animations plein écran, toutes sortes de choses qu'il y a sur eMessage qui font que ça rend les discussions très ludiques et interactives et on arrive à bien faire passer les émotions dans les messages. Hangout a beaucoup de retard là-dessus. Aujourd'hui, ça va être Google Allo qui va reprendre et on sent très bien qu'il y a quand même encore un fossé entre ces deux applications. Autre application que je voulais rapidement vous parler mais qui cette fois-ci m'a fait l'effet inverse, c'est bien Plan. J'ai trouvé le design pas très beau pour du Apple et j'ai pas été trop convaincu par l'utilisation de cette app. Honnêtement, entre ça et Waze, il n'y a pas photo. Je préfère encore largement Waze que je trouve plus efficace, mais par contre à côté de Maps, il n'y a pas photo. Alors cet iPhone 7 Plus, il est équipé d'une batterie de 2900 mAh et en fait l'autonomie, je dois avouer, m'a surprise dans le bon sens. On a souvent entendu parler toujours de ces mauvaises autonomies qu'ont les iPhones. Avec leur petite batterie et tout par rapport à ce qu'a Android. Exactement, et je m'attendais au pire. Et tu sais quoi, bah pour le coup j'ai été assez surpris dans le bon sens. Cet iPhone 7 Plus tient finalement très bien. Si je devais lui donner entre guillemets une durée d'autonomie, vous tiendrez facilement la journée, même en utilisation un petit peu poussée. Et par contre, si vous avez un usage plutôt modéré, je suis pas sûr qu'on puisse pas titiller presque les 1 jour et demi, voire presque 2 jours d'autonomie. Donc c'est plutôt un bon point ce côté-là. C'est un bon point. Alors c'est drôle parce qu'il y a pas mal de confrères qui ont jugé l'autonomie comme pas très bonne. Moi je parle de mon utilisation qui était quand même modérée plus, on va dire, avec pas mal de GPS le matin, GPS le soir, des messages à gauche et à droite. Des podcasts que t'écoutais? Des podcasts que j'écoutais en sortant mon chien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Hangout, photos, Hangout, non, pas mal de choses. Même si j'écoutais pas la musique, qui a amputé une bonne partie de son utilisation aussi, que j'ai par exemple avec mon Galaxy S7, on a une autonomie qui est assez bonne. Voilà, donc je pense que ça reste quand même peut-être moins bien qu'un, par exemple, un Huawei Mate qui aura une batterie de 4000 mAh. Mais ils doivent pas être très très loin. Surtout qu'il y a une petite batterie par rapport à un téléphone de ce gabarit là, équivalent chez Android. Exactement. Donc il y a vraiment un travail d'optimisation de la part d'Apple et c'est plutôt un bon point. C'est vraiment bien, une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Je m'attendais vraiment à pouvoir saquer l'iPhone 7 Plus sur ce point. Bah, je dois avouer que c'est pas possible. Ça fera plaisir à Sébastien. À Sébastien Perrier, oui, tu m'étonnes, qu'on embrasse sur la chaîne Mister Perrier, allez faire un tour. Qu'est-ce qu'on peut dire au final alors de cet iPhone 7 Plus? Parce que tu m'as entendu beaucoup de bonnes choses dire dessus. Déjà, au niveau du design, Mathieu, qu'est-ce que tu retiens de ce téléphone? Bah, je trouve que le design, il est chouette. Après, c'est pas le design le plus beau que j'ai pour un téléphone. Il y a d'autres téléphones que j'ai trouvé bien plus sexy. Comme lesquels? Comme on peut parler, peut-être moi, je préfère le Galaxy S7, tu vois. Le Note 7, je pense qu'il est vachement plus beau. C'est un avis personnel, hein. Tout ça, c'est subjectif. Voilà, il y a peut-être les Huawei Mate qui sont vraiment très jolis. Le Honor 8 que je trouve très beau aussi. Voilà, c'est pas le plus beau pour moi, mais preuve en est, il a une définition exemplaire et voilà, il est loin d'être moche. Ouais, c'est vrai. Et surtout ce nouveau coloris qui est plutôt bien réussi. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, que mine de rien, j'ai passé un bon moment avec ce téléphone. Ça ne m'a pas transcendé en termes d'utilisation. Ça se rapproche un petit peu d'Android et l'Android se rapproche aussi d'iOS. Donc, on s'habitue en fait à switcher de l'une à l'autre. Il y a des choses qui quand même t'énervent, voilà, notamment chez iOS, cette impossibilité de personnaliser l'appareil, de pouvoir le rendre comme nous, on aimerait voir notre appareil. L'obligation d'utiliser iTunes aussi. Mais typiquement, tu vois, j'ai un super bon fond d'écran de Batman et je peux pas le montrer. Il faudrait que je fasse des dossiers et des dossiers et c'est pas possible. Surtout que là, tu vois, pour le test, je me suis pas lâché en termes d'application. J'en ai mis, mais j'en ai pas mis tant que ça. Donc du coup, le problème, il est là. C'est une gestion de tous les jours.
Ensuite, il y a des choses qui font que voilà, il est trop grand l'usage à une main. Avec les bezels aussi qui sont un peu épaisses par rapport à ce qu'on trouve chez d'autres concurrents. Ouais, et il est trop fin, Jason. Il est trop fin. Du coup, ça me glisse. Le nombre de fois où je me suis fait une frayeur et je me suis refusé à utiliser une coque, mine de rien, malgré les petits péripéties qu'il a eu, je le trouve très robuste. Voilà, très robuste. Il n'a pas l'air de se rayer facilement. Tu vois, on a cette petite pomme ici, la dorée. Enfin, cette petite pomme, pas dorée, pardon, qu'est-ce que je dis, mais vitrée, qui aurait pu montrer des traces de rayures pour l'instant qui ne fléchit pas. Le capteur aussi, pareil, a l'air bien protégé. Je pense que, voilà, il y a du saphir quelque part, à mon avis, là-dedans. C'est très bien fait, c'est plutôt bon. Maintenant, il y a encore une fois, il y a des choses qui me plaisent pas et je vais en venir à la conclusion un petit peu de ce test. Non, je ne migrerai pas sur l'iPhone 7 Plus. Je renverrai sans doute ce téléphone parce que tout simplement, il y a une des fonctionnalités qui est pour moi la plus primordiale, c'est la fonctionnalité d'une clé USB. Voilà, j'aime brancher mon téléphone sur un PC, de le voir comme une clé USB et de pouvoir y mettre tout. Autre chose, on ne l'a pas dit, mais on ne peut pas étendre la mémoire de cet appareil. Du coup, aujourd'hui, 32 Go, nous qui utilisons en plus nos smartphones pour faire nos vidéos, filmer en 4K, c'est juste suicidaire d'avoir seulement 32 Go. Voilà, ça c'est des choses aussi qui sont impossibles pour moi, bien que malgré tout, je regrette le fait, peut-être les capteurs qui est très bon en photo, en vidéo. Ça reste moins bien en photo qu'un Galaxy S7, mais en vidéo, ça m'avait l'air très convaincant, notamment pour la stabilisation. Ça peut dépanner des fois. Nous, on utilise du matériel, du trépied, voilà, tout ça, à côté, pour stabiliser, donc c'est un faux problème pour nous. Mais malgré tout, pour quand t'as pas de matos sur toi, cette stabilisation a l'air très bonne. Je rebondis sur ça justement aussi par l'absence de la prise jack qui pour nous est pénalisante puisqu'on utilise la prise jack comme pour enregistrer nos sons. Il est juste là, le micro casque, et oui, le manque de port jack, ça pour nous aussi c'est ça la principale préoccupation. C'est pas au final le casque audio qui est un problème, c'est l'impossibilité de brancher un micro. Et nous qui utilisons nos smartphones comme équipement, parce qu'on ne gagne pas des milliers et des cents pour s'équiper un peu plus pour rester connecté, peut-être un jour. Mais pour l'instant on en est là et on a besoin de cette fameuse prise jack. Sinon, voilà. Mais au-delà de ces deux problèmes, l'iPhone reste quand même un très bon téléphone. C'est un téléphone que l'on peut bien entendu ne que recommander. Voilà. Après, pour les gens qui ont de l'argent, puisqu'on est sur des gammes de prix qui est très très cher, qui vont même au-delà de 1000 euros, qui commencent à 750 euros. Et aujourd'hui, je suis désolé, je le redis, aujourd'hui avec Android, on trouve des téléphones qui font quasiment tout aussi bien. Si ce n'est peut-être un peu moins véloce, un peu moins rapide, un peu moins fluide, peut-être un peu moins stable. Allez, n'ayons pas peur des mots. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un téléphone à 400 euros, eh ben on est convaincu parce qu'on teste. Oui, c'est vrai. Et donc, si vous hésitez entre les deux, n'hésitez pas à faire des comparatifs. Surtout, n'achetez pas sur un coup de tête. Vérifiez bien ce que vous achetez pour voir si ça répond surtout à vos besoins. C'est ça le plus important. Exactement. Au-delà d'une marque, c'est les besoins. Si le téléphone remplit bien vos besoins, ça sert à rien d'aller dans une gamme de prix plus élevée pour au final ne pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce que propose l'appareil. Et je peux même te dire que c'est vrai qu'on aura envie de conseiller cet iPhone pour les gens qui ont un Mac, pour rentrer dans l'écosystème d'Apple. C'est vrai qu'avec une cage dorée. Il y a des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de répondre à des SMS depuis son Mac une fois qu'il est branché l'iPhone et même de décrocher des appels. Bon, cet iPhone 7, il est convaincant. On se prononcera peut-être un petit peu moins, Jason, pour les gens qui ont des iPhone 6S parce que nous, on n'a pas eu le 6S entre les mains. Nos amis testeurs, je vous parle de Jérôme Kingborg, Steven, Jojol, Mister Perrier et plein d'autres encore sauront vous dire, eux qui sont des aficionados de la marque, sauront vous dire si le gap, le saut est bon ou pas à faire. Apparemment on nous promet beaucoup pour l'iPhone 8, donc j'aurais envie de vous dire si vous avez possibilité d'attendre, peut-être ça vaut le coup d'économiser pour switcher directement sur cet iPhone 8 ou 10e anniversaire puisque ce sera les 10 ans de la marque. Ils nous promettent beaucoup. Pas les 10 ans de la marque, les 10 ans de la gamme iPhone. De la gamme iPhone, exactement. Mon Dieu, tu fais bien de me le reprendre. Mais ce sera les 10 ans de l'iPhone et apparemment les rumeurs nous promettent beaucoup. En tout cas, c'était un bon moment passé avec cet iPhone 7 Plus. Mais continuez encore sur moi pour toujours titiller la marque Apple. En tout cas, on vous conseille de rester connecté et de nous suivre surtout sur les réseaux sociaux et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou un pouce rouge et de surtout nous dire dans les commentaires pourquoi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.